en fait à la procédure préalable concernant l'acquisition de... Alors, j'ai appris qu'on disait plus fauteuil roulant, mais véhicule pour personnes en situation de handicap. Hein, voilà. Donc là, lorsqu'on fait une demande, il y a un délai qui est fixé à 2 mois à compter de la réception de la demande complète, en fait, pour l'accord de la prise en charge. Voilà. Diapo suivante. Donc, un arrêté concernant la répartition nationale du nombre d'étudiants de 3e cycle d'études de médecine qui pourront faire de la recherche. Donc là, je vous ai mis les 3 régions, où il va y avoir un nombre d'étudiants qui pourront faire de la recherche. Donc, vous voyez que ça en fait 108 sur le territoire national. Ensuite, un décret portant sur les dispositions relatives à la soutenance de thèse des étudiants de 3e cycle de médecine, donc, qui préparent le diplôme en médecine générale. Donc, la thèse est soutenue avant la fin de la phase 2 dite d'approfondissement. Les étudiants inscrits en première année de diplôme d'études spécialisées en médecine générale avant la rentrée université 2023 soutiennent leur thèse avant la fin de la phase 2 ou au plus tard 3 ans après la validation de cette phase. Si l'université rencontre des difficultés matérielles d'organisation des soutenances de thèse en raison du nombre de préparationnaires, le président de l'université peut autoriser, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche, la prolongation de la période d'organisation de la soutenance de thèse jusqu'à la fin de la consolidation pour l'ensemble des étudiants inscrits en première année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale de cette même unité de formation et de recherche aux rentrées universitaires 2023, 2024 et 2025. Le directeur général du CHU de rattachement se borne à vérifier la condition de validation de la phase 2 pour les nommer en qualité de docteur junior dès le début des rentrées universitaires 2026, 2027 et 2028. Diapo suivante. Donc une instruction relative sur le port obligatoire du masque dans les établissements sanitaires et médico-sociaux pour la prévention des infections respiratoires aiguës. Donc un rappel, le port du masque et les mesures d'hygiène sont reconnus jouent un rôle majeur dans la protection individuelle et collective des soignants, des patients et des visiteurs d'un établissement de santé ou médico-social. Ces structures peuvent rendre obligatoire le port du masque. Quel type de masque? Masque chirurgical ou FFP2 selon les recommandations en vigueur élaborées par les sociétés savantes. Affichage des recommandations du port du masque et des mesures préventives sur le site internet des établissements. Donc ça veut dire qu'en fait, lorsque la mesure est décidée, il faut que ce soit affiché. L'ARS s'appuiera sur l'indicateur de l'IRA, donc infection respiratoire aiguë basse, qui permettra, en fonction de l'évolution épidémique, le déclenchement ou la levée du port du masque, et l'ARS pourra contrôler les établissements. 3 niveaux d'intensité d'épidémie sont déterminés, donc par la part d'activité en pourcentage pour les IRA basses, parmi les passages aux urgences de toute cause et de tout âge confondu. En vert, ce sera bas, en jaune, c'est faible, en orange, c'est modéré, et élevé, très élevé, ce sera en rouge. Diapo suivante. Donc une instruction concernant, donc relative à la préparation du système de santé à l'accès aux soins non programmés et de médecine d'urgence pour l'hiver 2025-2026. Donc les épidémies saisonnières plus les congés de fin d'année sont toujours source de tensions sur l'offre de soins en ville et à l'hôpital. Tous les acteurs sont appelés à se mobiliser pour anticiper au mieux les difficultés. Reconnaissance d'une forte mobilisation de la médecine de ville avec les CPTS qui permettent au mieux d'assurer la continuité des soins et la permanence des soins. Donc 2 volets, médecine de ville, donc assurer la majorité, par contre c'est reconnu que la médecine de ville assure la majorité des soins en soins non programmés. Donc cependant il faut garantir la continuité des soins durant la période de fin d'année car le risque est accru. Donc il est rappelé au Conseil de l'ordre départementaux que la loi concernant l'obligation de la continuité des soins est d'en informer le directeur général de l'ARS, que tout médecin est chargé d'indiquer à ses patients les coordonnées d'un confrère en son absence. Une attention particulière est notée pour les semaines de Noël et du jour de l'an où les jours fériés sont des jeudis. L'ARS pourra se rapprocher des conseils de l'ordre pour identifier les territoires en difficulté afin de sensibiliser, mobiliser, voire de réquisitionner. Diapo suivante.
Il faudra s'assurer de la complétude des tableaux de garde de PDSA. Donc les conseils de l'ordre devront s'assurer de la complétude de ces tableaux. S'il y a un problème, ils devront informer les URPS, médecins libéraux, pour compléter les tableaux des médecins régulateurs et effecteurs. Et si toujours incomplétude, informer le directeur général de l'ARS qui pourra à ce moment-là proposer des réquisitions et demander une complétude des tableaux du 20 décembre au 5 janvier 2026. Utiliser la possibilité donc d'étendre les horaires de permanence de soins par anticipation, donc les vendredis 26 décembre 25 et 2 janvier 26, ainsi que les 27 décembre 25 et 3 janvier 2026, peuvent être considérés comme des jours de PDSA et le cas échéant organisés comme tels en lien avec les conseils de l'ordre. Accompagner la montée en charge des SAS, la demande de soins non programmés doit être orientée vers la solution la plus adaptée lorsque le patient appelle le 15. Il est demandé un déploiement des SAS dans les territoires non couverts. Il est demandé d'assurer la complétude des lignes de régulation, notamment durant les semaines du 22 décembre et du 29 décembre, et de le cas échéant de procéder avec le préfet à des réquisitions. Concernant les établissements de santé, il est demandé à ces établissements donc de recueillir rapidement les fermetures prévisionnelles de lits et les plannings de congés des professionnels. Il est demandé aux ARS de veiller à l'organisation de la prise en charge des urgences psychiatriques. Il est demandé également aux ARS de tout mettre en place pour éviter les fermetures de services d'urgence, de communiquer auprès de la population sur la nécessité d'appeler le 15 avant de se rendre aux urgences. Anticiper les mesures de prévention des capacités d'hospitalisation des périodes de grand froid, en rapport avec l'instruction du 29 novembre 2023. La gestion des hospitalisations après le passage des urgences est capitale pour éviter la saturation et d'éviter les attentes déraisonnables sur des brancards, notamment pour les patients les plus fragiles. Donc il est rappelé de la participation ou de la mise en place du bed management, ça je vous l'avais présenté l'année dernière, ça avait été déjà mis en place, au niveau donc de l'établissement ou du GHT, du groupe hospitalier de territoire, qui est rendu obligatoire depuis fin décembre 2024. Et rappel de l'utilité de l'HAD comme levier, et les ARS devront s'assurer de cette gestion. Voilà, je crois que j'en ai fait. C'est vrai. Oui, je l'ai fini. Merci.